Je suppose que si vous êtes dans cette salle, vous savez tous ce qu'est un pôle de compétitivité. Sinon, dernière possibilité de rattrapage, j'emprunte la définition que donnent Ariel Mendez et Caroline Mode dans leur article. C'est un dispositif destiné à renforcer les synergies et les collaborations entre acteurs de recherche et d'innovation d'un territoire, je simplifie un peu, afin de développer la compétitivité à long terme des entreprises de ce territoire. Alors tout ça crée une situation assez hétérogène avec des pôles très divers, puisque vous savez que génétiquement, c'est une politique qui est l'agrégation d'une part d'une politique de soutien très fort à quelques champions nationaux, et qui était plutôt le point de vue de Bercy, et d'autre part de support d'initiatives locales intéressantes pouvant contribuer au développement ou à la reconversion d'un territoire, qui était plutôt le point de vue traditionnel de l'aménagement du territoire. Certains ont dit que le label a été indûment saupoudré. En fait, il n'y a pas eu tant de saupoudrage que ça. Il y a certes eu 71 pôles différents, mais les financements dont ont bénéficié ces pôles ont été très concentrés, puisque si on prend par exemple le Fonds unique interministériel, qui est la principale source de financement des projets des pôles, 50% de l'argent est allé aux 6 ou 7, selon comment on compte, pôles nationaux, un quart aux 10 pôles, aux 6 ou 7 pôles mondiaux, un quart aux 10 pôles à vocation mondiale et un quart aux 54 pôles restants. Donc il y a eu octroi généreux du label, mais pas vraiment de l'argent. Alors la politique des pôles s'inscrit dans une assez longue tradition où on cherche à bénéficier des effets à encourager la collaboration entre différents acteurs. Alors parfois cette collaboration émerge sans intervention des pouvoirs publics, parfois elle a besoin de stimulation. La stimulation porte parfois sur une base locale, territoriale, d'acteurs situés au même endroit, parfois plutôt sur le réseau. Mais on va avoir un exposé nous parlant de l'articulation des deux. Tout ça conduit à des structures un peu complexes, puisque le pôle réunit des acteurs, alors certains acteurs locaux, notamment les universités ou les PME qui sont sur place, et certains acteurs en partie locaux, c'est-à-dire les sites des grandes entreprises qui sont sur place, mais aussi ailleurs, ou les sites locaux des organismes de recherche. Tout ça est en interface à travers l'association ou la structure de gouvernance des pôles avec les différentes parties prenantes et surtout parties finançantes. Donc, un nouvel objet qui vient s'ajouter à pas mal d'objets existants dans un paysage globalement assez complexe. Alors, on va discuter différents aspects de ce paysage complexe. Alors, juste pour situer un dernier transparent, la taille de tout ça, c'est le financement public de la recherche et de l'innovation en France. La taille des pavés est proportionnelle au budget. Et les pôles là-dedans, c'est le petit carré qui s'appelle FUI, Fonds unique interministériel, et une surface à peu près équivalente prise dans la partie des programmes de l'ANR blanc ou thématique qui vont vers les pôles et dans la partie des programmes d'OSEO qui vont vers les pôles. Le même avec les sigles plus explicités, si vous voulez, mais je ne vais pas projeter plus de transparent. Donc, pour qu'il y ait un pôle, il faut qu'il y ait des ressources préexistantes, parce qu'on ne fait pas fleurir le désert simplement en arrosant. Et ça va être l'objet de la première intervention de Günther Capel-Blancard, qui va à partir de l'exemple du pôle, de Paris Europlace, c'est-à-dire le substrat du pôle financier de Paris, nous montrer comment le tissu préexistant crée des conditions favorables pour faire émerger un pôle. Ensuite, on passera, donc on reviendra un peu à ce que j'évoquais là sur logique de territoire ou logique de réseau, et c'est Sylvie Ellinger de l'Université de Cergy-Pontoise et Véronique Perret qui discuteront l'articulation des deux logiques. Et après cet exposé, on discutera différents défis que doivent relever les structures d'animation. Alors, le premier défi pour lequel nous n'avons pas d'orateur, c'est assez amusant parce que c'est quand même le premier problème des pôles, c'est susciter un flux de projets d'innovation en collaboration, ce qui est la première clé dans le temps de la légitimité des pôles,
à la fois vis-à-vis des pouvoirs publics, qui considèrent qu'un pôle marche bien quand ils voient arriver des tas de projets intéressants, et vis-à-vis des membres des pôles, qui considèrent que le pôle est intéressant s'ils voient arriver des tas d'euros à travers les projets qu'il soumet. Mais évidemment, ça n'est qu'un moyen, mais c'est peut-être ce qui se met en place le plus vite, d'où un certain biais d'observation quand on fait une évaluation après à peine de 3 ans d'existence, vers cette partie du fonctionnement des pôles. Donc ça, c'est la partie la mieux connue, on n'en parlera pas. Et on va discuter 3 autres défis qui sont plus structurants à long terme pour le pôle. Le premier, c'est les différents aspects de gestion des ressources humaines, donc par mon voisin Didier Retour de l'IAE de Grenoble. Donc les questions de ressources humaines, comment s'assurer à long terme la disponibilité des compétences dont ont besoin les entreprises du pôle, et comment gérer les experts très qualifiés dont on peut avoir besoin le temps d'un projet éventuellement mené par une entreprise qui, au-delà de ce projet, n'aura plus les mêmes besoins et pas de perspective à offrir à l'expert. Deuxième défi, la participation des PME à la fois aux activités du pôle et à sa stratégie. Alors là, nous avons 3 auteurs, Rachel Boquet et Caroline Motte de l'Université de Savoie, qui seront représentés par leur 3e co-auteur, ou le premier, il n'y a pas d'ordre, Ariel Mendès de l'Université de Méditerranée. Et enfin, quelque chose qui avait été un petit peu occulté au démarrage de la politique des pôles, à savoir le financement des entreprises innovantes. Et Michel Ferrari, qui connaît bien le fonctionnement notamment de la Silicon Valley, nous parlera de cet aspect, notamment du rôle des venture capitalistes. Donc les pôles de compétitivité sont un dispositif en construction. On a parlé du foisonnement d'initiatives, foisonnement favorisé par un cahier des charges initial assez ambigu, ce qui crée un besoin d'apprentissage pour les acteurs, pour tous les acteurs à tous les niveaux. Évidemment, les structures d'animation des pôles, qui sont des objets nouveaux, les membres des pôles qui ne savent pas forcément comment travailler dans ce nouveau dispositif avec ces nouvelles règles, et les pouvoirs publics, à la fois au niveau national, qui gèrent cette politique de pôle, beaucoup plus bottom-up que la tradition française ne le veut d'habitude, et les pouvoirs publics régionaux aussi, qui se sont beaucoup investis dans l'émergence des projets de pôle et qui continuent à beaucoup s'investir dans le soutien, le support au pôle. Il y a certes sur 3 ans 1,5 milliard qui vient de différentes caisses de l'État, mais il y a aussi 300 à 400 millions qui viennent des collectivités, des diverses collectivités territoriales, dont probablement à peu près 250-300 millions des régions. Donc tous ces gens-là ont besoin d'apprendre et d'apprendre à bon escient, parce que l'État a très vite, pour faciliter l'apprentissage des structures de gouvernance des pôles, encouragé le fait de collecter, d'identifier et de formaliser des bonnes pratiques, ce qui a été fait, mais parfois ce qui a été fait en supposant qu'elles étaient relativement universelles, ce qui n'est pas forcément le cas. Et il y a un fort risque d'apprentissage superstitieux, c'est-à-dire que j'apprenne parce que le pôle voisin du mien a plein de succès et utilise telle pratique, que j'essaye d'imiter une pratique qui est utile dans son contexte et qui peut être contre-productive dans le mien. Donc il faut un peu se méfier de se méfier de ces pratiques, essayer de définir leur doctrine d'emploi. C'est un des sujets qu'on essaye d'explorer dans le cadre de l'Observatoire des pôles de compétitivité. Mais maintenant que tout le monde est à peu près arrivé, on peut passer aux choses sérieuses. Donc je donne la parole à notre premier orateur, Günther Capelle-Blancard.